Je voudrais juste revenir sur l'histoire de Kadhafi. Je peux savoir les faits exacts en fait, qui ont mené, qui ont poussé les Français et les Américains à vouloir l'attaquer. Pourquoi en ce moment, pourquoi début 2011 ils ont décidé, quels sont les faits qui les ont poussés en fait, à vouloir l'évincer du pouvoir? Est-ce qu'il a fait des actions particulières par rapport à avant, en fait, qui le reste, on va dire? Et bizarrement, début 2011, il décide à vouloir l'attaquer. Ce qui a été décisif, c'est que dans cette sous-région où on avait vu que les Tunisiens avaient débuté un processus dit de révolution, l'idée était qu'il ne fallait pas que le peuple fasse la décision. C'est-à-dire que si le peuple finalement arrivait à prendre la situation en main et à décider véritablement des orientations futures de leur pays, cela représentait un danger pour le système tel qu'il fonctionne aujourd'hui. Parce qu'en réalité, le système colonial n'a jamais voulu que le peuple décide des orientations de leur pays, que ce soit les orientations politiques, économiques, sociales, sociétales, etc., ou philosophiques. Donc, il fallait coûte que coûte faire en sorte que les événements soient maîtrisés. Alors, lorsque les Tunisiens avaient commencé, vous avez vu d'ailleurs que la France n'était pas en phase avec le peuple, et Ali Omari avait d'ailleurs proposé l'expertise la France pour venir en aide à Ben Ali. Et le lendemain, lorsque les événements ont rattrapé l'Égypte, eh bien, il fallait coûte que coûte maintenir le système en place tout en donnant l'impression que c'était la figure de Moubarak qui posait le problème. Donc, les Américains ont fait tout pour demander le départ de Moubarak pour pouvoir mieux réinstaller le système. Bon, heureusement que les Égyptiens ont compris. Et aujourd'hui, on voit que malgré le départ de Moubarak du pouvoir, les Égyptiens continuent pas à manifester parce que la révolution n'a pas abouti. Donc ils ont compris que leur révolution a été court-circuitée par les gens qui soutenaient justement ces régimes hier et qui, voulant ne pas se laisser dépasser par les événements, ont voulu contrôler plutôt la situation, la maîtriser dans leur intérêt, en demandant simplement le départ de leur pupille du pouvoir. Et donc, une fois que les événements sont produits en Égypte, un des pays qui était lorgné depuis, parce que je n'ai pas d'autre mot, historiquement, la Libye a été tout l'objet de convoitises. Les Américains ont tenté à plusieurs reprises de s'accaparer de ce pays. Ils n'avaient pas réussi. Bon, c'était l'occasion, ou jamais, de réussir en prétextant effectivement que, bon, la sous-région était en ébullition et qu'en Libye, il y avait aussi un peuple qui ne voulait plus du tout de ce monsieur et qui avait commencé par manifester et qui malheureusement a été prise sous le feu de Kadhafi. Bon, malheureusement, il y a Yves Bonnet, qui est l'ancien directeur de la DST, qui avait conduit une mission en Libye, et ils ont découvert effectivement que Kadhafi n'avait pas bombardé son peuple, et ensuite qu'effectivement cette révolution présentée comme telle était infestée d'agents d'Al-Qaïda et de terroristes. L'invité du 22h ce soir, Yves Bonnet, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous, ancien directeur de la DST, c'est la direction de la surveillance du territoire, plus facilement le contre-espionnage français. Vous êtes préfet honoraire et président du Centre international de recherche et d'études sur le terrorisme et d'aide aux victimes du terrorisme. Un mot sur l'Afghanistan avant de parler de votre rapport sur la Libye. Alors, autre terrain d'intervention, la Libye, avec d'autres experts. Vous êtes à l'origine d'un rapport sur la situation du pays, un rapport très complet. Vous êtes allé à la fois côté Tripoli, côté Benghazi. Quelle est la situation que vous avez vue à la fois à l'ouest et à l'est du pays? Alors d'abord, ce n'est pas un conflit comme on pourrait s'y attendre en France. Nous n'avons vu aucun avion, nous n'avons entendu aucun coup de canon. Et ce n'est pas la guerre de 14. Il n'y a pas de bombardement des avions de l'OTAN ? Écoutez, nous, moi je dis ce que j'ai vu et ce que j'ai entendu. Encore une fois, pas un coup de canon, pas un avion. Vous êtes resté combien de temps sur place? Nous sommes restés une vingtaine de jours, entre 15 et 20 jours, je ne sais plus. Oui, pas loin de 20 jours, mais nous n'avons strictement rien vu. Bon, c'est assez étonnant, non? On dit que les bombardements sont intensifs sur place. Ce sont les comptes rendus d'agences qui nous paraissent assez étonnants. D'ailleurs, il suffit de voir les conditions dans lesquelles travaillent
les journalistes, et en tout cas du côté de Tripoli, c'est très clair. Tous les journalistes sont dans un hôtel, 5 étoiles. Ils sont très bien traités, aux frais du régime, hein, je tiens à le souligner. Et ils se battent les flancs pour trouver des informations. C'est aussi une question de sécurité, hein, qu'ils soient dans cet hôtel-là. Non, c'est pas simplement une question de sécurité, puisque je veux dire, on a été l'objet d'aucune agression. Donc je pense que les journalistes, ils font leur métier comme ils le peuvent. Voilà pour Tripoli. Benghazi, quelle situation? Benghazi, d'abord on a de réelles difficultés à se déplacer parce que les gens du CNT ne nous ont pas laissé nous déplacer librement à Benghazi. Conseil national de transition, voilà. Oui. Alors que nous pouvions le faire à Tripoli, de manière assez paradoxale. Bon, les journalistes font leur travail comme ils le peuvent. Mais vous l'avez répété 2 fois. Est-ce que je peux me permettre de vous dire d'éclaircir un petit peu votre propos quand vous dites qu'ils font leur travail comme ils peuvent? C'est-à-dire, selon vous, ils ne rendent pas compte suffisamment, clairement de la situation? Ils laissent traîner leurs oreilles et ils ont tendance à colporter davantage de rumeurs que de faits avérés. Alors peut-être que vous allez nous rapporter des faits avérés ici. Vous avez pu mener vos recherches, vos investigations et des 2 côtés. Est-ce que vous en savez plus sur l'étincelle, l'origine de la rébellion dans ce pays? Alors, clairement, c'est une rébellion politique. Ce n'est pas une rébellion à connotation économique et sociale comme ça a été le cas en Tunisie et en Égypte. Car la Libye ne se portait pas mal sur le plan économique et il y avait un certain nombre d'avancées sociales du régime de Kadhafi. C'est donc en raison du caractère détestable de la dictature, car il y a une incontestable dictature, qu'une revendication politique s'est faite jour. Alors il semble tout de même que... Ces revendications sont légitimes pour vous? Ah, complètement. Nous l'avons écrit d'ailleurs. Nous avons écrit que le CNT a pour lui la légitimité de la revendication démocratique. Ça, c'est indiscutable. Après, comment entend-il répondre à cette revendication? Ça, c'est une autre question et c'est là précisément où il y a un certain nombre de remarques à faire. Dans votre rapport, vous allez me dire si j'ai raison, parce que j'ai cru lire, et même pas entre les lignes, hein, c'est écrit noir sur blanc, vous dites qu'il y a une précipitation finalement pour s'engager dans ce conflit. Et ma question, vous avez fait partie des services secrets, est-ce que vous en savez plus que les services secrets de tous les pays qui sont impliqués? Est-ce qu'ils se sont vraiment précipités? Non, je crois que les services secrets des pays impliqués ont plutôt incité à la prudence. Ils n'ont pas été des pousses au crime. Ils ont émis un certain nombre de réserves en tenant compte d'un certain nombre de considérations, dont celle-ci, qui est qu'à travers Benghazi, à travers la Cyrénaïque, se sont organisés des trafics d'armes et d'armes lourdes en direction de l'Afrique subsaharienne. Les Algériens ont intercepté un certain nombre de convois, c'est un fait, c'est une réalité, et par conséquent, il y a là un grand point d'interrogation. Quel est le rôle d'Al-Qaïda au Maghreb, dans cette région, en Libye en tous les cas aujourd'hui, hein? Alors, il y a des gens d'Al-Qaïda au sein du CNT, d'ailleurs, ils se sont déclarés. Des gens d'Al-Qaïda, vous dites? Il y a des gens d'Al-Qaïda. Au sein du Conseil de transition? Oui, pas dans le Conseil de transition, au sein de la mouvance qui soutient le CNT. Au sein du CNT lui-même, nous ne pouvons pas le savoir, puisque nous n'avons pas eu la composition du CNT. Mais comment savez-vous qui soutient alors le Conseil? C'est une masse un petit peu informe, il y a des rebelles, il y a de tout, il peut y avoir aussi effectivement... Alors les gens d'Al-Qaïda qui soutiennent la cause du CNT l'ont dit clairement. C'est dans le rapport et les noms de ces personnes y figurent. Bon, alors, qui soutient maintenant, ou qui constitue en quelque sorte le CNT? Bon, grossièrement, il y a un certain nombre de familles, de pensées. Il y a d'abord de vrais démocrates, hein, des gens qui, effectivement, sont d'authentiques démocrates, et qui sont extrêmement sympathiques. Il y a des monarchistes, qui ne sont pas moins sympathiques d'ailleurs, qui veulent, eux, le rétablissement de la dynastie des Sénoussi. Il y a d'anciens ministres de Kadhafi qui sont, entre guillemets, avec ou sans guillemets, des traîtres, et pas des moindres, puisqu'il y a le ministre de la Justice qui avait fait condamner à mort les infirmières bulgares, et l'ancien ministre de l'Intérieur. Très hétérogène. Un mot aussi sur la guerre qui dure. Hein. Oui, mais elle peut durer longtemps. Voilà. Encore plus longtemps, ça fait 3 mois qu'elle a débuté concrètement. Dans votre rapport, justement, vous parlez de cette guerre qui dure. À quoi va servir votre rapport? Est-ce qu'il peut finir dans un tiroir ou est-ce qu'il est destiné aux autorités politiques ici? La mission que nous nous sommes donnée à nous-mêmes, c'était de porter à la connaissance de l'opinion. Moi, je n'ai aucune raison de faire le travail des politiques. L'opinion, certes. Vous avez eu des réactions politiques?
nous n'avons pas eu de réaction du monde politique. On a des réactions d'un certain nombre de gens qui sont des spécialistes de ces questions et qui sont des gens des services secrets, qui approuvent d'ailleurs ce que nous disons. Un rapport qui est public, donc destiné à l'opinion. Il est sur Internet. Merci beaucoup Yves Bonnet pour toutes ces précisions. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, clairement et nettement, c'est qu'on a voulu mettre la main sur les richesses de la Libye, posséder tout simplement la Libye et partager ses richesses. Voilà, il n'y a pas d'autres explications. Parce que vous l'avez vu, il y a, je crois, 2 semaines, une cargaison d'hommes d'affaires français s'était présentée en Libye, soit disant que, bon, voilà, comme la France était en première ligne pour sauver la Libye, eh bien, la France réclame sa part. Donc, il faut que les contrats, un certain nombre de contrats reviennent tout simplement à la France. Donc, l'économie à présent des patrons français en terre libyenne. 80 dirigeants emmenés par le secrétaire d'État au commerce extérieur, Pierre Lellouche, étaient aujourd'hui en visite dans le pays. Un déplacement inédit, très encadré, le premier du genre depuis la chute du régime Kadhafi. Du pétrole au transport, tout le savoir-faire français était représenté. Franck Genozo, Olivier Martinet. Un pays à reconstruire avec à la clé des milliards d'euros de contrats. Les patrons français en sont conscients. L'avion qui les conduit à Tripoli est plein à craquer. Costume, cravate et attaché case à la main sur le tarmac de Tripoli. Pour la France, c'est l'heure de l'offensive économique. Yves Antonini est à la tête d'une PME spécialisée dans les chemins de fer. En venant ici, il a 2 objectifs. Bien sûr d'identifier les nouveaux responsables, de comprendre quelles sont les priorités. Direction un hôtel 5 étoiles où le nouveau pouvoir libyen est venu écouter les propositions françaises. Sous bonne garde, la guerre n'est pas encore finie. Dans les couloirs, il est beaucoup question de pétrole. Très vite, les cartes de visite changent de main. Premiers accords conclus, le business est en route. Ce qu'ils l'écrivent, s'ils le tiennent, effectivement, c'est quelque chose de très prometteur. Quelques minutes plus tard, Pierre Lellouche, secrétaire d'État au commerce extérieur, vient sur l'ancienne place verte mesurer la cote d'amour de la France. Avec l'espoir que les entreprises libyennes, elles aussi, feront confiance au savoir-faire français. Les Libyens sont très conscients du fait que lorsqu'ils étaient dans la difficulté, les pays ne se bousculaient pas au portillon pour les aider. Il y avait nous les Anglais, point barre. Avec plus de 120 milliards d'euros alloués à sa reconstruction, la Libye fait désormais l'objet de toutes les convoitises. Et la France est bien décidée à tirer bénéfice de sa cote de popularité ici, afin de devenir leader sur le marché libyen. Ce qui s'est passé en Libye, c'est purement et nettement des motivations économiques. Il n'y a pas d'autre mot pour qualifier ce qui s'est passé en Libye. La volonté claire et nette, c'était de s'accaparer de la Libye, de prendre ses biens, de se les partager. N'ignorons pas non plus que nous sommes dans un contexte de crise systémique présentée comme une crise financière qui plombe un certain nombre de pays occidentaux. Et nous savons que c'est aussi une constante de l'histoire qu'à chaque fois que ces pays-là sont retrouvés en crise, ils ont résolu aussi ces crises-là au travers notamment des guerres. Donc voilà, aujourd'hui, je crois que la Libye est rentrée justement dans ce scénario. Je crois aussi que le ton qu'avait pris Kadhafi lorsqu'il allait répondre à ces gens avait contribué largement à faire de lui le méchant. Voilà, parce qu'il avait parlé sur un ton très agressif. Bon, donc cela a été utilisé contre lui. Donc je ne crois pas qu'il y avait un changement fondamental. C'est-à-dire que les mêmes raisons qui ont poussé les mêmes présidents, les mêmes dirigeants à serrer les mains de Kadhafi hier, ce sont les mêmes raisons qui les ont poussé à aller aujourd'hui dans le sens de son renversement et de son assassinat. Voilà. Avec ses projets pour l'Afrique, comme l'Africom, donc les dotés de satellites et donc d'être indépendant de l'Europe, en matière de télécommunications, les banques d'investissement aussi, tous ces projets magnifiques qu'il avait pour relever ses États. Il avait été quand même nommé plusieurs fois roi d'Afrique, c'était pas qu'un symbole, c'était parce qu'il mettait vraiment de l'argent, des moyens, il avait des projets très sérieux. Et donc à partir de là, il coupait la manne pour ces pays européens qui s'enrichissent de la misère qu'ils entretiennent. Oui, tout à fait. Effectivement, Kadhafi avait
plusieurs projets en direction de l'Afrique. Et d'ailleurs, Kadhafi a soutenu beaucoup de combats en Afrique. Il avait soutenu le combat contre l'apartheid au moment où d'autres présidents africains présentés comme des hommes de paix, etc., allaient manger avec Peter Botha et consorts en Afrique du Sud. Donc il avait soutenu ces combats, il avait soutenu pas mal de combats. Au début de la révolution sankariste au Burkina Faso, il avait soutenu beaucoup le révolutionnaire Sankara. Et l'une des raisons d'ailleurs de l'assassinat de Sankara vient justement de là, parce qu'on l'avait accusé de traiter avec Kadhafi, qui était un terroriste et qui s'était aussi opposé à la France au Tchad. Je venais de la guerre de la bande d'Aouzou, qui avait créé un conflit ouvert entre la France et la Libye. Donc effectivement, il y avait tous ces projets. Et il y a aussi le fait que dans cette sous-région, il était l'un de ceux qui vantaient le plus l'idée d'une Afrique véritablement auto-centrée, qui se prend en charge. Bon, il y avait pas mal de contradictions qu'on peut relever dans les attitudes de Kadhafi, notamment la question des immigrés que Kadhafi sous-traitait. Mais en définitive, je crois que Kadhafi effectivement avait fait un travail formidable en direction de l'Afrique. Il avait même pensé doter l'Afrique de son satellite pour que l'Afrique soit maître de ses informations, que l'Afrique fasse elle-même ces informations. Bon, on a vu aussi que dans les sommets de l'Union africaine qu'il a repris de Nkrumah et de Nasser et d'autres, il gênait beaucoup de gens. Parce qu'il disait un certain nombre de choses qui ne plaisaient pas du tout à tout le monde, quoi. Donc, dit tout simplement que ce monsieur est dangereux parce qu'effectivement, si on veut que l'Afrique soit toujours au service du monde, de l'Occident et de la Chine et des autres pays, il va falloir qu'elle ne soit pas dirigée par des dirigeants qui soient conscients des enjeux et qui véritablement fassent des choix endogènes, qui se tournent vers les forces endogènes. Il faut toujours qu'on ait des dirigeants qui vantent le mérite d'un système international, de l'amour international, d'un système international qui serait tout simplement universellement humaniste, qui aime tous les peuples, voilà, y compris les nègres, tout simplement. Donc voilà, on ne peut pas, que ces gens ne peuvent pas accepter qu'il y ait des gens comme Laurent Gbagbo, comme Kadhafi, qui aient le courage de dénoncer publiquement ces nombre de choses, d'ouvrir les yeux à la population. Et ce type d'homme est très dangereux. Tout simplement parce que, bon voilà, plus le peuple a les yeux fermés, plus le peuple est ignorant, plus on ne lui montre pas qu'il a les capacités de faire face lui-même à ses problèmes et les résoudre lui-même, eh bien, ces gens-là sont des dangers qu'il faut coûte que coûte éliminer. Donc, effectivement, votre remarque est pertinente. Kadhafi avait un certain nombre de projets, et pour empêcher ces projets de réussir, eh bien, tout simplement, il faut l'éliminer et le remplacer par des gens que nous voyons aujourd'hui qui ne sont dignes d'aucun intérêt. Je crois que l'histoire va les oublier très très rapidement. Oui. Je voulais revenir quand même sur le fait que vous défendiez Laurent Gbagbo et Muammar Kadhafi. Donc, moi, comme vous voyez, je suis un petit blanc et qui a les informations principalement de France. Mais est-ce que ça voudrait dire selon vous que Kadhafi et Gbagbo sont des petits anges et n'ont pas cédé à des délires mégalomanes? J'ai un peu du mal à comprendre comment on peut défendre à 100% Muammar Kadhafi et Laurent Gbagbo, même si, évidemment, si je suis là, je reconnais, je suis d'accord avec vous sur beaucoup de points. Il ne s'agit pas de voir les choses sur le plan d'anges ou de démons. Ici, nous sommes en train de parler des intérêts de nos peuples. Voilà. C'est tout simple. Voilà, nous considérons en tout cas, la structure que je co-dirige considère que Laurent Gbagbo et Kadhafi, malgré tout ce qu'on peut leur reprocher, répondaient à un certain nombre de nos intérêts. Ce n'est pas à 100% propre, mais on voit quand même que parmi les 53 mafieux ou les 53 soi-disant dirigeants africains, les seuls qui sont dérangés, les seuls qui sont bombardés, sont justement ceux qui avaient un discours et qui avaient une vision pour l'Afrique. Les autres, bon, ils sont tranquilles, même s'ils commettent des meurtres de masse tout le temps, bon, ils sont maintenus. Il y a des élections qui viennent de se dérouler au Cameroun. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Rien du tout. Et la France elle-même qui avait réprimé
la marche de notre peuple au Cameroun et qui a fait des centaines de milliers de morts, ben la France ne reconnaît pas tout ceci, même s'il y a un livre qui vient de paraître de Thomas Deltombe et d'un historien, je crois, sur les massacres au Cameroun. Fillon est allé dire que le colonialisme français n'a tué personne au Cameroun. Donc je crois qu'il y a un certain nombre de dirigeants qui sont fondamentalement anti-africains, anti-peuple, mais qui n'ont aucun ennui. Hein? On a vu, il y a eu des débuts de mouvements de contestation au Burkina Faso. Hein? L'assassin de Thomas Sankara est là tranquillement. Bon, on l'a protégé, on fait tout. Bon, on arrache le ministère de la Défense des mains d'un ministre et on le lui confie. Il cumule le poste de président et de ministre de la Défense. Donc lui-même en personne, il dirige la répression aujourd'hui. Au Togo, Faure Gnassingbé n'a jamais été élu. En 2005, quand il a succédé à son père, il a fait des centaines de morts sur le rapport de l'ONU. Il a fait 500 morts sur les organisations de défense des droits de l'homme. Il a fait plus de 1000 morts. Mais qui sont ceux qui l'ont assisté? C'est un détachement des troupes de la Licorne, basée en Côte d'Ivoire, qui était venu patrouiller aux côtés des forces armées togolaises à Lomé en 2005. Et lorsque nous l'avions dit, Michel Barnier était le ministre des Affaires étrangères et de la coopération en ce moment. Quand nous l'avions dit, il nous avait traités de fous et de menteurs. Mais alors qu'on voyait les soldats français dans les rues de Lomé, non, il n'y avait rien. Donc il y a un certain nombre de dirigeants qui sont toujours bons, mais qui sont toujours contestés par le peuple. Et eux, bon, ils n'ont aucun ennui. Et ceux qui relativement essayent, hein, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de la Libye sous le roi Idriss, laquelle Libye est passée aux mains des jeunes révolutionnaires conduits par Kadhafi et bien d'autres, la Libye a connu un énorme progrès. C'est l'un des pays les plus développés aujourd'hui en Afrique, quoi qu'on dise. Mais voilà, vous avez vu les images de Sirte et d'autres villes qui étaient totalement rasées. Voilà. Donc, c'est en ce sens-là que nous disons que ces guerres-là ne sont pas des guerres de libération. Voilà. C'est pour ça que nous ne pouvons pas les accepter.